Alors, tout d'abord, un grand merci à vous, en présence et à distance. Les éditeurs sont très nombreux à distance à cette soirée dédiée à la conférence de Philippe Carré, de notre invité, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je remercie très chaleureusement, vraiment du fond du cœur, Philippe Carré d'avoir accepté l'invitation du RIFT, qui est très actif dans notre secteur formation des adultes ici à Genève. Sa conférence s'intitule donc « Pourquoi et comment les adultes apprennent ». Alors c'est avec grand plaisir que je vais présenter notre conférencier en essayant d'être la plus succincte possible parce qu'il y a tant de choses à dire sur son parcours, donc c'est un véritable défi d'être succincte. Je suis assez émue ce soir car j'ai rencontré Philippe Carré il y a 35 ans exactement, alors que j'étais moi-même étudiante en reprise d'études, tout en exerçant comme formatrice auprès d'adultes. Il a été mon professeur, un professeur facilitateur, un professeur qui a marqué ma trajectoire professionnelle, comme en témoignent les thèmes d'études que j'explore avec les étudiantes et les étudiants de l'Université de Genève, donc depuis des années, parce que je suis à Genève aussi depuis 25 ans. Donc, je m'appuie sur les recherches qu'il a développées. Ces recherches portent sur la problématique de l'apprentissage tout au long de la vie, sur la question des dispositions à apprendre, sur la question des environnements apprenants, sur la question aussi des pratiques d'apprentissage en contexte formel ou informel. Alors, les recherches de Philippe Carré portent aussi sur la question des motivations à apprendre des adultes, et il pose vraiment de façon très intéressante la question de savoir comment faciliter, comment accompagner, nourrir les efforts des adultes qui apprennent et qui ont à développer des compétences personnelles et professionnelles tout au long de leur vie. Alors l'ouvrage de Philippe Carré que j'ai ici, que je vois qu'il circule aussi là parmi vous, qui s'intitule, comme la conférence, « Pourquoi et comment les adultes apprennent ?» de la formation à l'apprenance, finalement est sous-titré « De la formation à l'apprenance ». Et cet ouvrage a été publié très récemment, en 2020. Il pose l'apprenance comme une attitude personnelle et collective d'ouverture à toutes les opportunités d'apprentissage. Cette attitude, on le sait, est devenue un prérequis dans les sociétés de connaissances dans lesquelles nous évoluons en tant qu'adultes. Donc tous les thèmes développés dans cet ouvrage nous concernent et nous intéressent fortement en formation des adultes, de même qu'un autre ouvrage de Philippe Carré qui a été publié également en 2020, qui s'intitule « L'apprenance, un nouveau rapport au savoir », qui a été également publié chez Duno, donc très récemment. Et je n'oublie pas l'incontournable traité des sciences de la formation, qui a été édité il y a une vingtaine d'années, qui est réédité, c'est la 6e édition, qui va être publiée là en 2022. J'ai bien tout suivi ce que tu viens de me dire dans les interstices là tout à l'heure. Voilà. Donc Philippe Carré, je poursuis la présentation de notre orateur, est aujourd'hui professeur émérite en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Paris-Nanterre. Il est membre de l'équipe de recherche formation, apprenance, formation et digitale du laboratoire du CREF, qui est le centre de recherche en éducation et formation, où il a créé le master ingénierie pédagogique en formation des adultes, ainsi que l'école doctorale de cette université de Nanterre. Il y a beaucoup de thèses qui sont soutenues dans cette école, via cette école doctorale, vraiment beaucoup, peut-être que tu y reviendras, je ne sais pas. Avant cela, il a travaillé dans le privé, et c'est ce parcours entre le public et le privé qui est tout à fait intéressant, je trouve. Il a exercé différentes fonctions dans des milieux variés de formation continue en tant que formateur, puis responsable pédagogique dans différents organismes. Il a été consultant chargé d'études à Interface et directeur fondateur de Dixit Communication Internationale. Il a été professeur associé à l'Université des sciences et des technologies de Lille, puis professeur titulaire à l'Université de Paris-Nanterre, d'où le titre de professeur émérite actuellement à l'Université de Paris-Nanterre. C'est dire que c'est un enseignant-chercheur qui connaît très bien les métiers de la formation,
et les nombreuses fonctions susceptibles d'être exercées par les formatrices et les formateurs d'adultes. Et quand je l'ai rencontré il y a 35 ans, c'est cette dimension à laquelle j'étais vraiment sensible, c'est ce double parcours d'enseignant universitaire, mais également d'une personne qui était tout à fait ancrée dans les réalités professionnelles et qui répondait à des enjeux tout à fait immédiats, concrets, opérationnels, voire existentiels de ce métier de formateur d'adultes. C'est ces questions-là que je me posais à l'époque. Donc il est aujourd'hui également directeur de la publication de la revue Savoir, que vous connaissez certainement, qui a pour vocation de favoriser la production, la valorisation et la mise en débat des travaux réalisés dans le champ de la formation des adultes, et cela dans une perspective pluridisciplinaire. On peut ainsi trouver dans la revue Savoir une note de synthèse thématique sur Bandura, qui est très précieuse et que l'on utilise ici dans nos cours. Et il a vraiment contribué à nous faire connaître Bandura notamment. Et puis, Philippe Carré est également président de l'association Interface Recherche, qui a pour but de favoriser les liens entre pratique et recherche dans le domaine de la formation des adultes. Voilà. Alors, encore un immense merci à toi, Philippe. Au grand plaisir de t'écouter maintenant, sachant que cette conférence sera donc enregistrée et disponible sur le site du RIF, dont vous a parlé Nathalie Delotte tout à l'heure, d'ici quelques semaines. Il faut quand même le temps de faire les montages adéquats. Voilà. Que dire? Merci en tout cas, merci beaucoup d'être là, merci France pour ce topo qui me gêne beaucoup, c'est vrai, parce que bon, et donc à cette occasion-là, le traité des sciences et techniques de la formation, tu as mentionné, c'est le terme 5e édition, mais il faut simplement savoir que c'est refondu à chaque édition, donc on fait une édition tous les 4 ans, donc si vous avez déjà acheté la première, la deuxième, la troisième ou une des précédentes éditions, vous pouvez racheter la 6e qui va sortir bientôt, parce que là on va faire une refonte à 50%, c'est-à-dire grosso modo 50% des textes seront nouveaux. Je dis ça parce que ça peut rendre service à certains, et j'apprends que maintenant c'est sur Kern, alors c'est une grosse surprise pour moi, mais Kern que vous connaissez sans doute, c'est AIRM, où la revue Savoir, vous pouvez trouver pour la somme de 3 €, représentant de commerce. Mais je pense que c'est important de le dire, et puis comme tu l'as mentionné, je voulais simplement rectifier le fait que le traité des sciences et techniques n'est pas réédité à l'identique, mais qu'il est refondu à chaque fois, donc ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil pour voir ce qui change. Et quant à la revue Savoir, qu'elle est accessible sur Kern, et donc pour la modique somme de 3 €, vous pouvez avoir tous les articles qui sont parus sur Kern. Voilà, merci encore, et puis excusez-moi de ce petit détour par les techniques de vente les plus modernes. Alors, je remercie également Nathalie Delotte, bien sûr, pour son invitation, hein, et puis le RIFT en général. Je suis en plus très content de revenir à Genève, c'est toujours par exemple, de voir sur le plan qu'il y a une place Claparède chez vous, donc en dehors de Jean-Jacques Rousseau, il y a tout de même d'illustres, j'allais dire prédécesseurs, mais ce n'est pas les prédécesseurs, d'illustres fondateurs, d'illustres autorités qui, pour les sciences de l'éducation et de la formation, c'est un lieu vraiment symboliquement important et je crois extrêmement prestigieux de l'Université de Genève. Donc merci. Voilà, alors pour ce qui concerne ce qu'on va faire ensemble, je vais vous proposer de faire comment dirais-je, un scénario en 3 temps et 2 mouvements, c'est-à-dire en 3 tableaux et puis 2 mouvements à l'intérieur de ces 3 tableaux. Je m'explique, c'est que je voudrais, d'abord pour des raisons de tard, on ne va pas, disons, faire que causer et puis après poser la rituelle question des questions, mais essayer d'avoir un échange sur 3 thèmes. Alors le premier thème que je voudrais vous proposer, tout ça correspond évidemment au contenu du bouquin sous-titré de la formation à l'apprenance, et dont l'éditeur, lui encore, dans son infinie sagesse, a jugé bon, et je crois que c'est une bonne décision de l'appeler Pourquoi et comment les adultes apprennent, parce que finalement c'est ça que j'essaye de dire, en militant en quelque sorte pour ce changement de culture dans lequel la formation s'inscrit aujourd'hui, et qu'avec un certain nombre d'autres, on a choisi de qualifier de terme d'apprenance pour bien signer le changement un peu de paradigme, de référence qui est en train de se faire. Donc les 3 temps, le premier, ce serait de faire une micro-histoire pédagogique. Alors, le premier temps, ce serait de faire un petit tour rapide de micro-histoire pédagogique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution grand angle de la pédagogie des adultes depuis à peu près un siècle et demi. On va aller rapidement là-dessus, mais ça va amener, à la faveur, alors excusez-moi, de la loi française de 2018,
a essayé d'installer l'hypothèse que les conceptions qu'on se fait, que le monde de la formation se fait de la pédagogie des adultes, est en train d'être profondément bouleversé. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, ce sera un aperçu psychopédagogique de ce qui, sur la même période, ou plus exactement sur les 50 dernières années, a fortement changé en psychologie des apprentissages. Donc le deuxième temps sera plutôt à tonalité psychologique, du moins psychologie des apprentissages. Et sur le troisième temps, qui est très ouvert, alors France qui disait tout à l'heure qu'on travaillait beaucoup à Nanterre sur les implications de l'apprenance en pédagogie, enfin c'est comme ça que je l'ai entendu, qu'est-ce qu'on peut en dire en tant que formateur ou responsable de formation? Ce qui m'anime, moi je crois, depuis un grand nombre d'années, c'est une main droite qui aide à penser, ou un cerveau droit si vous préférez, qui aide à penser comment les adultes apprennent, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage adulte, quelles sont les spécificités et les continuités par rapport à l'apprentissage des enfants, et puis une main gauche, ou un cerveau gauche, qui se dit, bon maintenant, qu'est-ce que je fais de ça pédagogiquement? Et je crois que le débat est loin d'être fini, et on terminera, si vous le voulez bien, par un échange, là, je veux dire gagnant-gagnant, je l'espère, parce que moi j'ai beaucoup à apprendre de vous sur comment vous réagissez à la question suivante. À quelles conditions peut-on passer d'un dispositif de formation à un dispositif apprenant? Est-ce que juste on joue avec les mots? Vous savez qu'aujourd'hui, le terme d'apprenant est de plus en plus répandu. Chez nous, le nouveau président, qui était l'ancien président à l'époque, a parlé de vacances apprenantes. On s'est même mis à parler aussi de colonies de vacances apprenantes. Vous voyez, les pauvres gamins qui avaient en colonie de vacances tout court, maintenant ils ont en colonie de vacances apprenantes. Et tout est apprenant, l'organisation. Évidemment, je cherche des yeux, Nathalie, mais voilà. Hein, bon, il y a depuis fort longtemps, c'est quoi, 25 ans pratiquement, qu'on réclame que l'organisation soit apprenante, etc. Et j'ai même vu un jour, le plus fort de tout, c'est un lycée apprenant. Ça, faut le faire. Et donc, le troisième temps, ce serait un échange un peu plus, comment dirais-je, même plus ouvert sur, voilà, la vraie question, c'est dispositif de formation à dispositif apprenant. Pourquoi ce glissement? Finalement, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est parce que ça fait plus sexy de dire apprenant que de dire de formation ou de dire pédagogique? Ou est-ce qu'il y a vraiment un changement dans la conception qu'on se fait de ce que sont ces dispositifs? Est-ce qu'on peut dire gratuitement un dispositif apprenant? À quelles conditions est-ce qu'on va dire, par exemple, vous l'entendrez, ah, c'était un moment apprenant. C'était un moment de formation, mais il était apprenant. Parce que tous les moments de formation ne sont pas apprenants, mais il y a des moments d'apprenants qui ne sont pas des moments de formation. Tout ça est en train de bouger, donc on terminera par là, si je ne perds pas trop de temps dans les prolégomènes de l'affaire. Très brève histoire de la formation, finalement de la pédagogie des adultes, en 3 temps. Première époque qu'on peut dater, en un sens, à la nuit des temps, hein, on trouve non seulement chez les Grecs, bien évidemment, toujours les Grecs, mais également dans le Coran, des phrases qui sont des défenses de l'éducation permanente, du berceau à la tombe, ou comme disent les Québécois, du biberon à la bière, c'est-à-dire tout au long de la vie. Bon, ça date depuis très longtemps, mais on peut dater, disons, l'essor de la formation des adultes sous une forme un peu près contemporaine, de la fin du 19e avec les cours du soir et l'explosion des cours d'alphabétisation pour les adultes. Où ce qui se passait finalement, c'est ce qu'on voit là, et encore, on ne voit pas exactement ce qui se passait dans certains cas. Il y a au musée de l'éducation à Rouen des images où on voit que les sièges, les tables sur lesquelles sont installés les adultes sont faites à la taille des enfants, ce qui est particulièrement comique, je n'ai pas pu retrouver l'illustration pour expliquer ça. Mais néanmoins, on voit bien que là, ce qui se passe, c'est un simple transfert de la fonction enseignante diurne du jour avec les enfants vers les parents le soir. Et c'est un mouvement qui a tout de même réuni 800 000 adultes à la fin du 19e siècle dans la ville de Paris et qui s'est fort heureusement un peu réduit par la suite du fait de l'alphabétisation graduelle de la population par l'école après les lois de Jules Ferry. Donc ça, c'est la première forme pédagogique. Elle a des variantes, bien sûr, je viens un petit peu à la cercle là pour tout ça. Les variantes, c'est ce qu'on a appelé un peu plus tard, au début du XXe, le recyclage. C'est un joli terme, le recyclage des salariés. Recycle. Mais la forme pédagogique reste globalement la même. À très rares exceptions près qui vont surgir vers le milieu du siècle, je pense à Uriage et aux efforts de gens comme
du Mazier, du Noël Gonzague, etc., autour de l'école du Riage, et ensuite pendant la Résistance, qui inventaient des formes pédagogiques nouvelles. Mais globalement, au point de vue macro-social et historique, on est sur une forme qui est tout à fait rudimentaire et qu'on peut appeler la duplication de la forme scolaire. Donc c'est en quelque sorte une école des grands. Et elle correspond à cette phrase de Voltaire, c'était un petit peu avant, c'est un siècle avant, qui disait « Il ne faut jamais rougir d'aller à l'école, eût-on l'âge de Mathusalem ». Donc c'était bien aller à l'école. Et c'était bien la forme consacrée, avec tout ce qu'on sait, et en particulier ces fameuses 3 unités de temps, de lieu et d'action, qui font qu'on est dans une dramaturgie tout à fait codifiée, et qu'on connaît tous fort bien. Et qu'entre parenthèses, tous les professionnels de la formation ont largement connu, et dont on voit certaines résurgences aujourd'hui encore, parce qu'il ne faudrait pas penser que ces 3 périodes que je vous présente là sont finalement linéaires et se suivent l'une l'autre. Il y a actuellement des formes tout à fait semblables à cette forme pédagogique-là qui subsistent aujourd'hui. D'ailleurs, regardons autour de nous. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Il y a un horaire, il y a une salle, un lieu, et puis il y a une dramaturgie avec un acteur supposé sachant qui, alors c'est là où on peut rentrer un petit peu dans le débat dans quelques minutes, mais qui transmet, du moins essaye, de transmettre un contenu supposé connu de lui et inconnu de l'auditoire. Ce qui est, on s'en rend compte aujourd'hui, totalement inadapté, mais j'anticipe un petit peu trop. Donc je passe à la seconde époque. Après cette école des grands, cette école dupliquée sur le modèle des enfants, on pourrait parler, pour faire image, d'enfance de la formation à ce stade-là. Et là, on va se retrouver plus encore en terrain connu, puisqu'on bascule, alors, peu ou prou, à partir du milieu du siècle, notre ami Palazeski, qui est un des seuls historiens de la formation des adultes, dit qu'il y a une date sacrée qui est 1955, moment où apparaît le terme de lifelong, enfin plus exactement d'éducation permanente, dans les écrits de l'UNESCO, et en même temps, dans l'entreprise, la fonction formation. Et il date ça de 1955, et c'est assez éclairant parce que ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe à l'orée des années 70, là, dans l'après-guerre, qui fait que les choses commencent à changer. Alors elles changent dans quel sens? Évidemment, c'est en 1971, toujours en France, sous l'effet de la loi sacro-sainte de 1971, que va être complètement mis en exergue la formule du stage. Donc, certains collègues et chercheurs et autres ont parlé de stagification, voire de volonté de déstagification. Alors le stage, vous connaissez bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié un petit peu les choses en disant, il y a trop d'élèves dans une classe classique, 30 ou 35 c'est trop, donc on réduit la taille et on passe au sacro-saint nombre de 12 ou de 15 par groupe. Deuxièmement, les adultes qui travaillent dans des réunions, mettons-nous en format réunion, donc la table en U. Et troisièmement, technologie éducative, s'il vous plaît, puisqu'on a on appelait ça les acétates ou les transparents avec le fameux rétroprojecteur, qui est l'ancêtre des vidéoprojecteurs, et qui correspondait, avec le carrousel de diapositives, vous voyez, à mettre un peu de technologie là-dedans. Donc on a ces modifications-là, mais, et c'est ça qui est très important, cette deuxième époque, donc pour mémoire dont on daterait l'émergence vers le milieu du XXe siècle et qui explose en quelque sorte à partir de 71, on a toujours l'unité de temps, simplement c'est plus des cours d'1 heure ou de 2 heures, ça devient des stages de 3 jours, voire d'une semaine au début, plus du tout maintenant. Et puis, unité de lieu, ça se passe dans des lieux de séminaire qui sont fermés et qui sont dédiés à cela. Et troisième temps, l'unité d'action, finalement, le rapport de transmission, même si ça pourrait donner lieu à des débats, il commence à évoluer, est toujours basé sur l'idée qu'il y a un sachant et alors, au CNAM, on disait des auditeurs. Dans pas mal d'organismes d'éducation populaire, on disait des élèves adultes. Puis on a dit des stagiaires. Stagiaires du latin stagere, qui veut dire prendre en siège. On a même parlé très vite de cette délicieuse formule des formés. Vous savez, des gens qui sont formés. Il faudrait que je pense tout à l'heure, mais je vais sûrement oublier, donc si quelqu'un peut me le rappeler, de vous parler des parents de Socrate à ce sujet-là, parce que c'est tout de même assez délicieux. Mais cette idée que le formé, c'est la personne à qui on donne la forme, donc il y a quelqu'un qui est une espèce de sculpteur qui
va impulser, modifier la forme du stagiaire ou du participant. Il y a quelques novateurs pendant cette époque-là. J'ai parlé du RIAGE, qui est un petit peu avant cette époque-là, mais depuis, bon, il y a eu le QCES de Nancy, le CESI, puis partout, et à Genève, et des innovations pédagogiques nombreuses. Mais qui, et c'est le point important de cette deuxième sous-période-là, qui n'ont pas modifié fondamentalement la dramaturgie pédagogique. C'est toujours, peu ou prou, les trois unités, même si elles sont quelquefois maquillées. On pourrait reprendre le thème de la psychosociologie et des groupes dans les années 70, qui était assez dominante dans de très grandes entreprises, et la non-directivité. Mais il y a eu beaucoup d'analyses pour dire que la meilleure façon de garder le pouvoir sur un groupe, c'était encore d'être non-directif. Et donc c'est pour dire que, même si ça demandera de plus grands échanges et puis de préciser les choses, mais même si beaucoup de choses changent à partir de 1970 et jusqu'à nos jours dans ce modèle-là, dans cette périodisation-là, fondamentalement les choses ne changent pas. On a beaucoup de choses qui se passent, il y a une transformation, une modernisation du modèle scolaire, on réduit la taille des groupes, on met les gens en formule de travail et plus en rang d'union, et puis le rôle du formateur change, il évolue, il y a déjà des tonnes d'articles pour nous expliquer que le formateur n'est plus ce qu'il était. Mais les gens continuent à parler des formés et des formateurs, et puis on parle toujours beaucoup de transmission, et fondamentalement, le sens de la relation, le sens pour faire formule, mais dramaturgie, c'est pas négatif, dramaturgie, c'est la façon dont on scénarise un drame dans une œuvre, finalement, est resté toujours le même, et qu'on n'a pas touché au sens de la relation pédagogique, ni au sens de ce que apprendre veut dire. Bon, donc ce qui était important, c'est de dire qu'il y a une rupture par rapport à la période précédente, sous la forme de ces changements, mais qu'en même temps, fondamentalement, on n'a pas touché au modèle, en tout cas au modèle d'apprentissage. Troisième époque. Alors nous en arrivons, suspense, tout ça c'était prévu à l'avance. Après la première époque qu'on pourrait appeler enfance de la formation, la deuxième qu'on pourrait, si on voulait faire image, adolescence de la formation, avec modernisation de la forme scolaire, on arrive à une troisième époque, si tout va bien, et qu'est-ce qui se passe dans cette troisième époque? C'est qu'on se met à parler de parcours apprenant. Autant on parlait de cours la première époque, stage ensuite, aujourd'hui on parle de parcours. Aujourd'hui, où est-ce qu'on apprend? Alors évidemment, on peut apprendre en stage. C'est le premier qui nous arrive là, mais c'est évident qu'il est possible d'apprendre dans un stage, qu'il est possible également d'apprendre dans un amphithéâtre, et qu'il est même possible d'apprendre dans une conférence à 18h30 le soir, quand les choses ne marchent pas aussi bien qu'elles devraient. Tout ça, c'est des occasions qui peuvent évidemment donner lieu à apprentissage, mais aussi que la formation se fait en situation de travail, soit sur l'outil de travail dans l'industrie par exemple, ou dans l'artisanat, soit dans les réunions de travail, dans le tertiaire, et dans toutes les occasions, les conflits, les projets et autres, qui permettent d'apprendre, que l'on apprend également en ce qu'il faut appeler, non pas au risque du contresens auto-formation, mais en solo-formation, c'est-à-dire tout seul, dans un café ou ailleurs, qu'on apprend bien évidemment en groupe, dans des situations informelles, et qu'on ne peut plus faire l'économie de dire qu'on apprend sans doute majoritairement avec le professeur Google, en utilisant, et je pense que vous le savez autant sans doute plus que moi, mais que maintenant toute occasion est bonne pour consulter professeur Google, et que finalement c'est peut-être pas si mal, même si on pourra discuter des effets pervers que ça a. Donc là, on a une prise de conscience sur le fait que, quelque part, nous sommes tous devenus autodidactes, qu'il y a des apprentissages qui se font en situation totalement informelle, on peut se demander, on en parlait tout à l'heure en off, si l'auto-formation, le thème de l'auto-formation qui a été très à la mode en recherche pendant la fin du XXe siècle et qui a tendance à se diluer un peu aujourd'hui, ne s'est pas finalement effacé par finalement une adoption massive de ce qu'est l'auto-formation. En d'autres termes, on pourrait faire un sondage, on ne va pas le faire parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, puis on ne se connaît pas assez bien pour ça, mais ça serait intéressant de savoir combien d'entre nous sont allés en stage de formation, en cours du soir, ou ont suivi un e-learning formel, c'est-à-dire à la mode de la deuxième époque, depuis 2 ou 3 ans. Et on pourrait faire aussi également, mais on ne fera pas, un deuxième exercice qui consisterait à rechercher ce que nous avons développé comme compétences depuis 3 ans. Parce qu'il va sans dire que nous développons tous des compétences.
Ça se dit en tout cas. Donc, sous cette hypothèse que nous développons tous des compétences régulièrement en tant qu'adultes, ce qui est une hypothèse relativement solide, c'est intéressant de se poser la question, d'essayer d'identifier des compétences. Alors on peut prendre ce que j'utiliserais dans le privé, c'est de dire des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, mais comme je suis à l'université, je dirais des compétences déclaratives, procédurales ou attitudinales, ce qui revient strictement à peu près au même, mais il y a deux langages différents pour dire on a appris des trucs, des infos, des machins qu'on ne savait pas, on a appris à faire des opérations, et particulièrement en bureautique et autres, il faut le penser. Puis, quelquefois, on a également appris que des attitudes devaient changer, qu'on devait, ce qui est le plus dur, changer des attitudes. Tout ça, on l'a fait. Dans quelles circonstances est-ce qu'on estime à avoir développé ces compétences? Quand on arrive à faire cet exercice, il faut un petit peu de temps tout de même, il faut un peu de temps pour réfléchir à, finalement, qu'est-ce que j'ai appris depuis 1 an dans mon travail? Il faut se laisser plus de temps qu'on en a là. C'est une vraie question. Eh bien, on se rend compte quand on fait l'exercice que c'est très rarement en situation formelle. Donc tout ça pour dire que dans cette troisième époque, ce continent englouti, cette planète totalement en friche qu'est l'apprentissage en situation informelle devient dominant. Il y a la digitalisation, deuxième point, c'est-à-dire qu'évidemment, les transformations auxquelles on assiste depuis la fin du XXe siècle. Et on ne se rend pas compte, mais les smartphones, c'est quoi? C'est 10 ans 8 ans 10 ans 12 ans 10 ans On ne sait même plus maintenant, tellement c'est incorporé. Mais le smartphone, c'est même l'outil d'auto-formation par excellence, à portée de la main et quasiment incorporé. L'individualisation, alors c'est intéressant d'un point de vue recherche, l'individualisation de la formation, c'est un des seuls thèmes qui subsiste et on pourrait même imaginer se porte assez bien depuis 35 ans. Les premières publications sur l'individualisation datent de 85, les premières grandes enquêtes. Et ça continue, et on continue à en parler aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, comme le reste d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a cet effet-là. Le rapprochement formation-travail, avec évidemment la formation en situation de travail, je ne sais pas si elle est aussi populaire chez vous que chez nous, mais en tout cas c'est un thème majeur, disons, dans la formation professionnelle actuelle, cette notion de parcours et cette idée que finalement, hypothèse pour terminer et conclure rapidement cette première partie, qu'aujourd'hui on est sur l'idée d'un parcours. Alors là, le retour du refoulé, c'est que quand on parle de parcours, certains d'entre nous vont penser le parcours apprenant. C'est-à-dire un parcours, c'est une série d'apprentissages qui sont réalisés par des adultes dans des circonstances diverses, qui peuvent être toutes celles-là. Finalement, le parcours, ça pourrait être finalement une œuvre d'art constituée à partir de ces éléments-là, organisée peut-être. Mais certains d'entre nous vont plutôt penser organisée par les personnes elles-mêmes, auto-dirigées. Sauf que ce qui se passe réellement dans le milieu, et évidemment, j'allais dire particulièrement dans le milieu professionnel, mais je crois que c'est également dans le milieu des sciences de la formation, c'est qu'on pose la question, mais alors, comment on va faire les parcours des gens? Parce qu'il faut bien leur faire des parcours à ces pauvres gens. Bon, je vous laisse, c'est pour ouvrir le débat, si vous voulez. Voilà, et je termine sur la loi de 2018, qui est un truc important en France, qui marque, qui à mon avis renforce l'hypothèse d'un vrai changement de culture de la formation, à travers les 3 périodes, c'est que l'action de formation aujourd'hui se décrit comme... Alors on ne voit même pas dans le titre de la loi le terme de formation. Il disparaît, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais en tout cas il disparaît. L'action de formation se décrit comme un parcours pédagogique qui permet... Alors déjà, le parcours, vous voyez, il est pédagogique. Donc, attention, ce n'est pas un parcours apprenant à la liberté des gens ou négocier ou co-construire. Non, c'est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. L'action de formation peut être réalisée toute ou partie à distance ou également réalisée en situation de travail. Donc on a tout. On a l'action de formation, ce qui ouvre sur, évidemment, la formation à distance, les stages, parce que malgré tout c'est la forme dominante, les cours, les amphis, etc. etc. Mais également, il est accepté aujourd'hui et même promu que ça peut se faire à distance et surtout, autre innovation, en situation de travail. Le grand débat, c'est qui organise ces parcours. Et c'est là-dessus que, alors je ne sais pas du tout où on en est au point de vue temps, mais c'est là-dessus qu'on pourrait avoir un premier débat. Alors, c'est pas simplement question, c'est également, moi je serais très preneur de réactions de votre part. Je vais
on essaie de reformuler ensemble. Si on fait l'hypothèse que dans la première période, on est sur la duplication du modèle scolaire, dans la deuxième, on est sur sa modernisation, si vous vous souvenez, avec le stage, un petit peu les techniques de France, et dans la troisième, on est sur une grande inconnue qui est qu'on accepte aujourd'hui que les adultes se forment, apprennent les choses dans plein de circonstances différentes, avec plein de moyens qui vont depuis la formation classique, toutes ces formes les plus conventionnelles, jusqu'aux formations les métavers, là, le nouveau truc qu'on est en train de nous sortir avec la réalité virtuelle et tout, bon, pourquoi pas, mais également dans l'informel, par auto-formation, etc. Et que donc le paysage explose complètement. À partir de ce moment-là, on va déclarer que tout est apprenant et que finalement, tout est apprenance. Et on va accepter qu'aujourd'hui, on est dans une culture de la formation qui est complètement différente des autres périodes et que moi je propose d'appeler culture de l'apprenance. Alors, il n'y a pas vraiment de question. La question que j'ai posée tout à l'heure, c'est pour la troisième partie. Là, on peut l'attaquer tout de suite. Ça perturbera peut-être la logique des choses, mais on peut l'attaquer tout de suite. C'est finalement de dire qu'est-ce qui différencie un dispositif apprenant, même une organisation apprenante, un moment apprenant, un espace apprenant, un collectif apprenant, tout ce... Il est très populaire ce terme-là aujourd'hui, comme une vacances apprenante. Qu'est-ce qui différencie ça de la formation classique? À quel moment peut-on déclarer que quelque chose devient apprenant? Ça dit bien qu'il n'y a pas de forme privilégiée pour former les gens ou pour développer les compétences. Et qu'il y a des moments où on apprend et que l'idée, c'est d'orchestrer ces moments apprenants, et que ce soit ça, passer dans une culture de l'apprenance. Mais tout en parlant, je me rends compte que oui, je n'ai pas vraiment de questions à ce stade, donc c'est plutôt des réactions, je sais pas, Moi, ça m'interpelle, ce qui m'intéresse, c'est la question que vous posiez. Par rapport au parcours apprenant, c'est comment on va faire pour organiser le parcours des gens, finalement, et c'est comme si, finalement, de nouveau, on était sur une tentative de reprendre le contrôle sur un parcours qui leur appartient. C'est ça que ça me dit. Voilà, c'est une réaction. Et je pense que c'est pas la peine d'aller chercher dans la psychanalyse, mais qu'il y a beaucoup de raisons de comprendre pourquoi l'identité de nous autres formateurs enseignants, c'est tout de même quelque part d'agir sur autrui. Et que donc, effectivement, quand on parle de parcours, on peut espérer, c'est évidemment notre cas dans l'équipe et tout ça, de dire qu'il faut aller vers l'idée d'un parcours apprenant qui soit pour tout ou partie à la main de la personne, et que, évidemment, on le voit bien, quoi, la tentation, c'est de dire comment je vais gérer les parcours des gens. Ben moi, je pourrais dire que dans le parcours de formation, on passe un peu d'un mode où c'est l'État ou l'éducation qui décidait d'un parcours, maintenant les gens ils décident eux-mêmes, donc on fait des trucs agiles. Et en tant que formateur, on fait des petits modules de différents trucs, et c'est comme un Lego que les gens ils prennent en fonction de leurs besoins. Alors certaines entreprises organisent ça des fois aussi. Elles organisent un parcours professionnel en disant voilà, si tu veux être à tel poste, voilà ce que tu dois avoir en cours de route. Oui. Ce qui est très difficile, c'est que je crois on est souvent dans des comment dirais-je, des cultures un peu binaires, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui a été difficile dans le combat qu'un certain nombre d'entre nous ont mené sur la question de l'auto-formation, c'est que très vite ça a été conçu comme la toute-puissance d'un espèce d'apprenant mythique qui aurait été capable de gérer tout ça. Et c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est qu'il y a un curseur et que c'est très contingent. Et simplement, l'ouverture actuelle, c'est que ce n'est plus au formateur. D'ailleurs, je pense, et je suis pas seul à penser, que le terme de formateur est condamné à court ou moyen terme. Et la question, c'est de remplacer par quoi? Mais celui qui donne la forme ou celle qui donne la forme et qui donc contrôle l'ensemble du processus. Mais ce que vous dites sur les micro-certifications, par exemple, ça rentre tout à fait dans cette logique actuelle, quoi. Simplement, si la micro-certification, ça implique de fixer pas à pas le parcours de quelqu'un, ça peut marcher dans certaines situations très comment dirais-je, strictement décrites. Je pense par exemple au pilotage dans le transport aérien. Tous les discours qu'on a là n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui se passe quand les pilotes ont à refaire leur qualification en transport aérien.
Aux États-Unis, c'est soit vous réussissez votre stage de qualification, soit c'est la porte. Donc on peut comprendre que la question pédagogique ne se pose pas trop. Et donc tout ça est très contingent. La philosophie pédagogique qui est derrière, par contre, c'est que c'est l'adulte qui pilote. Même si piloter sa formation, ça suppose de dire « Oui, monsieur le responsable de formation, je trouve que c'est bien ce que vous m'avez prévu et je vais le faire. » Vous voyez, ça ouvre sur le deuxième débat. Donc c'est... Il y a aussi une accélération des connaissances. Ce que j'ai appris il y a 30 ans à l'université, une bonne partie, c'est plus valable. Surtout dans les domaines alors, informatique, chimie, je ne sais pas quoi, ça a tellement évolué que si je ne fais pas des stages régulièrement, j'ai... Oui, en admettant qu'on arrive à faire le stage pour vous au bon moment, dans l'état de développement de la technologie à ce moment-là, compte tenu de vos disponibilités, des contraintes organisationnelles et autres. Parce qu'il y aurait une autre position qui consisterait à dire, c'est de vous faciliter la vie en mettant à votre disposition les moyens mis à jour régulièrement qui vous permettent par vous-même. Vous voyez, là, il y a est-ce que finalement les organisations peuvent produire régulièrement et toujours et en temps réel, j'allais dire, les actions de formation qu'il faut pour que les gens se mettent à jour? Je ne suis pas sûr de ça du tout. Ça dépend beaucoup des domaines. Mais il y a des domaines dans lesquels ça va trop vite. Pardon, madame, oui. Dans tout ça, les parcours apprenants, on a beaucoup d'individuation, on a beaucoup l'apprenant est au centre, il décide, il doit s'autoréguler pour atteindre certains objectifs qui sont finalement une formalisme de sur quoi il sera évalué. Alors, la difficulté dans tout ça, c'est qui contrôle l'évaluation, finalement. Les personnes qui contrôlent l'évaluation contrôlent le parcours. Sauf dans le cas des micro-certifications, où il peut y avoir des... On peut avoir, même si on a un menu fixe, et il faut quand même prendre le petit déjeuner, le midi, puis le soir, il n'y a pas de négociation sur l'évaluation. Alors, est-ce que c'est vraiment centré apprenant si l'apprenant ne peut pas négocier les cadres d'évaluation? Mais la formule centrée sur l'apprenant, on a un collègue qui avait une formule que je me souviens, et ça date pourtant d'un certain nombre d'années, qui disait « Il faut vraiment centrer le dispositif sur l'apprenant pour qu'il puisse jamais en sortir ». C'est notre ami Georges Lemeur qui disait ça il y a très longtemps. Et je trouve que c'est très juste. Moi, ma position serait plutôt de dire qu'il faut centrer sur le processus d'apprentissage, mais pas forcément à tout prix sur l'apprenant, parce que l'apprenant serait une valeur suprême. Et donc, ça ouvre sur la question du débat. Je vais peut-être y passer, mais je ne me rends pas compte où on en est au point de vue temps. Parce que j'ai encore deux parties. Il y a des questions dans le chat. Vas-y, une personne qui, quand je vous entends dire qu'il faut organiser les parcours, en quoi les adultes ne seraient pas suffisamment autonomes pour organiser eux-mêmes leur parcours et comment les former à ce type d'autonomie? Bien sûr. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut organiser les parcours. Je pense que le monde de la formation pense qu'il faut organiser tous les parcours. Mais là encore, il faut éviter la pensée binaire, c'est-à-dire c'est pas d'un côté, je vais tout faire pour que tu apprennes comme moi j'ai compris que tu... Frankenstein pédagogue, ce merveilleux ouvrage de Philippe Mérieux qui montre la folie de ce projet pédagogique qui caractérise finalement la vocation d'enseignant ou de formateur, qu'on a un certain nombre ici sans doute à partager, qui est la vocation de former autrui, c'est-à-dire d'agir sur le projet d'autrui. Il y aurait ça d'un côté, puis de l'autre côté, un apprenant complètement libre, qui serait une espèce de démiurge tout-puissant, qui pourrait gérer sa vie comme il l'entend. Et évidemment, la réalité, elle est beaucoup plus discrète que ça. C'est-à-dire c'est une question de... Il faudrait, dans les années à venir, arriver à trouver les moyens d'une nouvelle alliance, pas une alliance de gouvernement, mais une alliance entre... comment peut-on respecter l'autonomie des personnes tout en facilitant, et y compris techniquement, leur formation, mais sans l'envahir. Donc c'est pas organiser les parcours des gens ou laisser les gens organiser leur parcours par eux-mêmes, c'est trouver des modalités de, comme on dit d'une façon maintenant un peu banale, de co-construction des parcours, avec de vraies négociations. Et là, c'est Malcolm Knowles, qui est un grand historique de la formation des adultes, qui disait que le jour où il a pris sa retraite, un journaliste lui demande Monsieur Knowles, si vous aviez un conseil à donner à un formateur débutant, ce serait quoi? Il réfléchit un peu, il dit le contrat pédagogique. Moi, j'ai pas bougé de ça. Je pense que s'il y avait un outil qui pouvait permettre de faire avancer les choses, c'est le contrat pédagogique. Le problème, c'est que pour ceux qui l'ont expérimenté, c'est très compliqué à mettre en place, c'est assez lourd,
Et que donc, bon, il faudrait trouver des formes subtiles et acceptables de contractualisation pédagogique. Est-ce qu'on a d'autres réactions, ou même à distance d'ailleurs? Comment organiser le travail pour qu'il soit formateur et que le changement dans les pratiques managériales des travailleurs et de l'ingénierie pédagogique? Ça, c'est Nathalie Delot qui va répondre. Je pense que la question, il y a l'orateur du jour. Ah là là. Non, mais il faut ça. Non, la question, c'est comment organiser le travail pour qu'il soit formateur. Laurent, tu as des idées là-dessus un peu? Ouais. Ils me laissent tous tomber, dis donc. Il y a concevoir le travail et puis il y a organiser l'organisation autour du travail. C'est déjà deux leviers différents, la conception, qu'on appelle en quelque sorte le job design. Comment est-ce qu'on conçoit les activités mêmes qui sont confiées aux travailleurs, la marge notamment l'autonomie qu'ils ont pas dans ces activités. Et puis il y a autour de ça, quelle est la dynamique organisationnelle qu'on met en place. Il y a des mots-clés qui reviennent, mais ce serait sans doute l'objet d'une conférence en tant que telle. Oui, alors moi je dois citer j'ai une doctorante, non, une docteure qui a fait son doctorat chez nous sur l'hôpital en posant la question finalement du travail formateur, c'est-à-dire de l'hôpital apprenant, comment l'hôpital pouvait mettre en place le travail apprenant. Et elle a fait une observation qui à elle seule vaut thèse pour moi, qui est tout de même mais finalement une thèse, quelquefois c'est une idée, et quand elle est solide, c'est sacrément intéressant. L'idée d'Anne Muller, donc, qui a fait cette thèse-là, c'était de dire qu'il n'y a pas d'hôpital apprenant, c'est une abstraction, donc il n'y a pas, je pourrais pour essayer de répondre un petit peu, il n'y a pas de travail formateur, voire même d'organisation du travail formateur en soi. Il y a par contre des archipels, ce qu'elle a dégagé, c'est des archipels dans les hôpitaux auprès desquels elle travaillait, dans lesquels il se passe des choses apprenantes. Et donc, c'est pas trop le travail formateur, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les conditions dans lesquelles les gens apprennent. Alors, ça ressemble un peu à la même question, mais elle a diagnostiqué le fait qu'on ne pouvait pas déclarer qu'une organisation dans son ensemble devenait apprenante, mais plutôt qu'elle a détecté qu'il se passait des choses dans certains services. Parce qu'il y avait des phénomènes de groupe, des phénomènes de management, des cultures, des micro-cultures de groupe qui faisaient que dans ces situations-là, il se passait des choses très intéressantes et que les gens apprenaient. Alors c'est une mauvaise réponse pour dire est-ce qu'on peut rendre le travail formateur dans l'absolu sans aller dans le vif du travail et du comportement finalement des gens dans le travail, c'est compliqué. Prochaine conférence. On embraye un petit peu ou pas? On avance dans la conférence, oui. On prenne encore une deuxième volet de questions après. Alors je vais essayer d'aller, non pas trop ou pas de course, mais de résumer. Donc moi j'ai proposé ce terme d'apprenance en 2005 pour dire que le projet d'éducation tout au long de la vie resterait fantasmatique si on ne prenait pas en compte les attitudes des sujets sociaux, c'est-à-dire des gens de chair et d'os, parce que tous les discours sur la formation tout au long de la vie étaient pour moi très abstraits, très politiques et très dénués d'ancrage finalement dans la réalité des pratiques. Donc de dire que l'apprenance, c'est un ensemble durable de dispositions, favorable à l'acte d'apprendre dans toutes les situations. C'est revenir sur la diapo de tout à l'heure en disant on n'est plus à la recherche du modèle unique qui s'appelle cours du soir, qui s'appelle stage, qui s'appelle e-learning, qui s'appelle MOOC, qui s'appelle réalité virtuelle, mais dans la prise de conscience du fait que les adultes apprennent tout au long et tout au large de leur vie, et qu'il faut donc concevoir la façon de faciliter ça dans une logique d'apprenance, c'est-à-dire de promotion de cet ensemble durable de dispositions favorables à l'acte d'apprendre dans toutes les situations. C'est-à-dire faire passer à une culture où l'apprentissage devient un réflexe quotidien. Donc une attitude. Alors, bon, essayer de faire des commentaires brefs et essayer de reposer au début, en tout cas, sur les visuels, pour dire, si vous vous souvenez, 1955, on disait avec Yves Palazeski, c'est le moment où apparaissent le terme de formation continue et le terme d'éducation permanente. Il y a un monde là qui commence à émerger, et il se trouve que 1955, c'est également l'époque c'est autour de cette date-là que on voit apparaître en psychologie ce qu'on a appelé une révolution, la révolution cognitiviste, ou la révolution cognitive. Qu'est-ce qui se passe avant le milieu du XXe siècle? On a deux écoles psychologiques hyper puissantes
qui, j'allais dire, ne communiquent pas de toute façon et s'opposent frontalement sur à peu près tout. C'est d'une part le behaviorisme, donc depuis Pavlov, et vous vous souvenez du chien de Pavlov et de ses premières expériences, jusqu'aux versions un petit peu plus développées du conditionnement opérant avec Skinner. Et puis face à cette domination de cette psychologie expérimentale très basée sur le comportement animal d'un côté, on a évidemment Dr Freud et toute la montée en puissance, en première partie du XXe siècle, de la psychanalyse. Jusque dans les milieux de la formation. Je prends juste 2 exemples. Pilotage, transport aérien encore, et d'ailleurs pilotage de centrales nucléaires, les chiffres sont à peu près les mêmes. Il y a certaines opérations qu'il faut réaliser, complexes, qu'il faut réaliser en moins de 20 secondes. Combinatoires de visuels, de signaux, etc., en situation d'urgence. Le behaviorisme reste un outil intéressant, c'est pour ça qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, et là encore, éviter la pensée binaire, en gentil, méchant, bon, mal, gauche, droite, etc. Le behaviorisme, ça reste, et c'est aujourd'hui porteur de très très nombreuses recherches très sophistiquées, une façon d'apprécier ce qui se passe quand des adultes apprennent de façon extrêmement, comment dirais-je, rapide et mécanisée, automatisée. Si on regarde bon, enfin, on ne rentre pas dans les détails, on verra si on en discute après, mais de l'autre côté, donc on a ça d'un côté, avec des tâches assez précises pour lesquelles le modèle behavioriste du conditionnement opérant reste valable, mais en aucun sens ne peut dominer l'ensemble des comportements d'apprentissage des gens. Ça a été longuement et largement dénoncé et prouvé. Puis en face, on a la psychanalyse, qui elle aussi a été dominante. Je pense que quand j'ai débuté dans la fin des années 70 dans ce métier, à EDF, il y avait des tendances très fortes, EDF Électricité de France, 900 formateurs, il y avait des tendances très fortes pour exiger que tous les formateurs soient psychanalysés. Et bon, on a un peu quitté ce truc-là, mais dès qu'il y a ces 2 forces-là, et arrivent là 2 choses au milieu du siècle. Premièrement, les théories de la forme. Bon, vous voyez, là, selon ce que vous décidez, vous pouvez voir là 2 personnes prêtes à s'embrasser ou un vase. D'accord? Ça, c'est théorie de la forme. Je vais vraiment vite, mais je pense que c'est le grand angle qui est nécessaire. Turing, les premiers ordinateurs, ce que vous avez là représentant à peu près 100 000 fois moins de puissance de traitement que vos petits smartphones aujourd'hui, mais n'empêche, c'est là que ça débute, en 1942-43, et notre bon Piaget et les premières études sur le développement de l'enfant. Ces 3 phénomènes-là amènent la révolution cognitive, c'est-à-dire le fait qu'on dise, eh bien non, on peut analyser de l'extérieur ce qui se passe dans le cerveau humain et dans les comportements, on peut analyser les comportements autrement que par le behaviorisme ou par l'inconscient freudien, et donc toute une nouvelle, comment dirais-je, orientation des recherches en psychologie émerge à partir de ce moment-là, donc grosso modo au milieu du XXe siècle, et donne lieu à un certain nombre de découvertes. Alors excusez du peu, je vais essayer de faire psychologie de l'apprenance en moins de 5 minutes, mais du coup je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra si on peut... Première découverte, à gros traits, mais voyons tout de même le sens que ça a. La perception, c'est cette première fonction psychologique, finalement au sens presque... c'est la première qui émerge chez le bébé, mais en tout état de cause, c'est la première qui compte dans la vie des gens. Brunner, en 1950, par là, démontre qu'un enfant de classe défavorisée perçoit une pièce de monnaie de 5 $ comme plus grande qu'un enfant de classe favorisée. Le petit riche, il la trouve plus petite, le petit pauvre, il la trouve plus grande. Mais là, c'est une première, on est au tout début de cette révolution cognitive, là, ce qu'il appelle le New Look perceptif, pour montrer que la perception, c'est pas juste, on voit tous la même chose au même moment et de la même façon, comme ça avait été démontré dans les recherches animales, où la perception est dominée par un inconscient plus ou moins opaque, comme dans la psychanalyse. On peut étudier la perception et démontrer que nous percevons différemment les choses. Très important pour la formation. Nous percevons différemment les choses. Nous pouvons les percevoir pareil, mais nous pouvons aussi les percevoir différemment. L'attention, encore plus important, ça pour nous. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une citation de spécialistes de la question de l'attention. Ils disent que les étudiants sont les directeurs, c'est pas un pédagogue, c'est vraiment de la psychologie sociale expérimentale. Les étudiants sont les directeurs actifs
de leur propre attention. Alors ça, tous ceux d'entre nous qui, et je pense, on est non seulement majoritaires, mais sans doute tous dans ce cas-là, qui ont été confrontés à des cours, des formations, savent très bien qu'en dépit d'effets de face, la cognition personnelle, l'attention que l'on porte au message qu'on souhaiterait faire passer, entre guillemets, ou à ce qui se passe dans la salle, y compris ici et maintenant, elle est à la main des personnes et pas du formateur, qui commence à être, vous voyez, en quelque sorte, menacé dans sa fonction de formation des autres. Parce que si l'attention appartient aux auditeurs, spectateurs, stagiaires, participants, etc., c'est que ce ne sont pas des formés, ils sont quelque part les maîtres de leur propre attention, et c'est eux qui décident s'ils vous écoutent ou s'ils ne vous écoutent pas, et si ils sont en train de gérer le plan de sortie du week-end, ou aller chercher les enfants à la crèche, ou le rendez-vous chez le médecin, ou le prochain film qu'on va voir, quoi. Et alors, il pourrait y avoir discussion là-dessus, parce qu'avec le digital, là, c'est costaud, hein, c'est encore plus compliqué de garder son attention sur un écran, et je parle à nos amis qui sont à distance en pensant bien à eux. Troisième, l'intérêt. On est proche de l'attention, parce que l'attention, finalement, la perception, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend. L'attention, c'est comment on dirige, finalement, son regard, son écoute. Et l'intérêt est très lié à l'attention. Une chose qui m'a beaucoup intéressé récemment en dialoguant avec Laure Léger, qui est une spécialiste de l'attention, qui fait 2 bouquins chez Duno, décidément, sur la question de l'attention, elle reconnaissait que les psychologues expérimentalistes qui étudient l'attention n'étudient pas beaucoup l'attention qu'on appelle endogène. Alors l'attention endogène, c'est celle qu'on porte en soi, c'est-à-dire qu'on amène avec soi comme dans un sac à dos quand on rentre dans une salle de cours ou dans une réunion de travail ou dans un événement, une situation quelle qu'elle soit. Et elle convenait que les études sur l'attention n'ont pas beaucoup analysé cette chose-là, qui est pourtant chez un adulte absolument déterminante. C'est-à-dire nous rentrons tous dans une situation avec un sac à dos de disposition qui sont liés à notre histoire, qui sont liés à notre biographie, évidemment à notre enfance, bien sûr. Là encore, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain des origines du savoir pendant l'enfance, etc. Mais tout ce sac à dos que nous avons là va surdéterminer notre attention. C'est un exemple très très simple, je ne sais pas combien il y a on ne va pas faire le sondage non plus là, mais combien il y a de personnes qui s'intéressent de près au football. Bon, vous n'êtes pas très football en Suisse d'ailleurs, si un peu. Mais bon, ouais, bon. Mais vous avez vu que tout de même le PSG a tout de même raté son affaire cette année, parce que vous vous intéressez à vos cousins de France. Parce que le PSG... Non mais vous avez vu ça. Bon d'accord, ils ont gagné Bon, mais je vais vous expliquer pourquoi le PSG a raté sa qualification en Ligue des Champions et a réussi tout de même à avoir... Bon, vous voyez, je peux partir comme ça pendant un quart d'heure. Alors, mis à part les quelques personnes qui sont intéressées au foot et qui vont rentrer dans le débat et qui vont porter leur attention sur ce qu'éventuellement je pourrais dire, je ne pourrais pas aller très loin, rassurez-vous, mais évidemment, l'attention des autres va se porter sur autre chose, soit sur l'écran d'ordinateur, et c'est plus Facebook par exemple, il paraît que c'est dépassé, donc c'est plutôt Instagram, c'est ça, TikTok et compagnie, mais soit ces mails comme on le fait couramment en réunion et pendant les cours et autres, mais en tout cas passer à autre chose, sauf si mon sac à dos dispositionnel me porte à comment dirais-je, vouer une passion. Le football c'est ma vie, j'ai entendu à la radio l'autre jour, c'est extraordinaire de dire ça. Donc quand le football c'est ma vie, je vais évidemment y accorder toute mon attention parce que mon intérêt endogène, c'est-à-dire ce que je porte en moi, dépasse l'intérêt exogène suscité par l'intervenant, le conférencier, le collègue, etc. Ce qui veut dire que l'intérêt pilote à la fois l'attention et le fonctionnement intellectuel. Ça, pour la formation, bon. Alors, évidemment, tour de table de début de stage où on demande aux gens pourquoi ils sont là, etc. Mais ça a ses limites, on pourra en reparler. En tout cas, l'idée, c'est que l'intérêt est une disposition, sac à dos, c'est quelque chose qu'on porte en soi, plus qu'un stimulus. Et là encore, dans la formation aujourd'hui, on a tout de même un certain nombre de gens qui vous disent et qui écrivent des articles plus ou moins savants, enfin plutôt moins que plus, pour nous expliquer qu'il faut capter l'attention. Hein, attraper l'attention. Alors que l'étymologie nous dit qu'apprendre, du latin apprehendere, ça veut dire saisir. Donc je n'ai pas besoin d'être capté si je saisis moi-même.
Sauf que si je saisis autre chose, par exemple PSG à la Ligue des Champions, pendant le cours de psychologie de la motivation de France Méran, évidemment, ce ne sera pas très propice, quoi. Donc l'intérêt, c'est massif sur cette question-là. La mémoire. Là, sur la mémoire, notre collègue Fabien Fenouillet a fait de très beaux travaux et un très bon bouquin sur mémoire et motivation. Mais les connaissances préalables, vous voyez qu'on est toujours sur la même idée, quoi. C'est-à-dire qu'on est très loin d'un formé qui arrive ou d'une formée qui arrive en quelque sorte vierge de connaissances, comme n'aurait pas dit Bachelard, et qui rentre dans une salle et qui va être à disposition du formateur ou de la formatrice. On est très loin. Le participant arrive avec des connaissances préalables, et c'est là encore le tour de table de début de stage. On va parler aujourd'hui de, je sais pas quoi, moi, la théorie de l'autodétermination. Si je vous dis autodétermination, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je pars au tableau, ancienne méthode, hein, excusez-moi, je veux dire, je pars avec Caillou ou comment ça s'appelle, enfin avec les nouvelles technos là qui permettent de faire ça beaucoup mieux. Et puis j'écris au tableau tout ce que le groupe va me dire. Ça, c'est une excellente technique de formation que nous utilisons tous, mais elle a sa justification ici. C'est pas juste pour faire comment dirais-je, du relationnel ou pour mettre le groupe en bonne situation pour apprendre. C'est parce que c'est essentiel de faire un mini état des connaissances préalables pour pouvoir enclencher un exposé, un exercice, une forme de conceptualisation. Bachelard disait, l'esprit n'arrive jamais vierge à la connaissance. Connaissance préalable. Dans le même ordre d'idée, mais c'est presque une idée complémentaire. On parle aujourd'hui beaucoup d'apprentissage multimodal. Alors c'est à la fois très bien, et c'est un peu comme l'idée de parcours tout à l'heure, c'est à la fois très très intéressant, et à la fois c'est un petit peu dangereux, quoi, parce que multimodalité, ça veut beaucoup dire, je vous mets dans un logiciel, dans un didacticiel, je vous mets des exercices différents, et je suis dans la multimodalité. Ça, c'est le niveau 0. Après, la multimodalité, c'est la loi de 2018, on peut apprendre en stage, en cours, en e-learning, et également à distance ou en situation de travail. Bon, c'est un cran au-dessus, ça veut dire qu'on utilise plusieurs médias. Le sens fort de la multimodalité, pour moi, c'est ce que Alain Lieury appelait l'apprentissage multi-épisodique. Il a démontré que le moyen le plus puissant pour conceptualiser, donc pour arriver à comprendre telle ou telle théorie, tel ou tel concept, tel ou tel élément de connaissances qu'on vise à, entre guillemets, transmettre, il fallait faire passer la personne à travers plusieurs modalités différentes d'apprentissage. Exemple, je suis en BTS comptabilité et je veux, et le programme c'est de différencier la comptabilité publique de la comptabilité privée. Un sujet particulièrement passionnant, vous en conviendrez avec moi. L'idée là, c'est de dire, ok, il va y avoir une rencontre, vous allez faire une enquête, vous allez essayer de trouver, on va vous trouver pour vous, peu importe, un comptable public, un comptable privé, un groupe va interroger l'un, un autre groupe va interroger l'autre, vous allez confronter. Première modalité. Deuxième, j'ai un article qui est très bien fait, je vous le transmets, vous le lisez pour la semaine prochaine. Troisième, je vous ferai un topo. Quatrième, je vais vous filmer tel élément ou telle conférence. Vous voyez, et puis cinquième, éventuellement, on fera un exercice classique en groupe pour faire la synthèse. Les élèves, là, dans le cas de figure, passent par des situations complètement différentes pour étudier le même concept. Et donc, c'est à peu près démontré que c'est une multimodalité, au sens très fort, extrêmement efficiente pour l'apprentissage. Motivation, alors s'il faudrait... notre collègue Fabien Fenouillet a fait ses 101 théories de la motivation. Bon, on pourra en discuter un peu après si ça intéresse certaines d'entre vous. Là, je vais vous faire les 101 théories en 1 minute, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Des 101 théories, ce qui ressort à la lumière du modèle intégratif de Fabien Fenouillet, qui est vraiment, à mon avis, extrêmement puissant quand on cherche une vision globale sur la motivation, c'est qu'il y a 3 leviers, finalement, de motivation, chez un adulte en tout cas, qui sont, d'une part, la valeur des buts que l'on se fixe, ou qui nous sont fixés d'ailleurs, mais la valeur qu'ils ont. C'est-à-dire, si le but c'est d'apprendre la différence entre la comptabilité publique et privée, mais c'est un mauvais exemple pour dire ça, mais si le but c'est de bien comprendre la théorie de l'autodétermination, par exemple,
est-ce que c'est important pour moi ou pas? Si le but c'est de passer le concours de l'Institut de formation aux sciences infirmières, est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc ça peut se coder tout simplement de 0 à 10, et on a un élément sur ce qu'on dit noblement la valence du but. Et ça, c'est le premier motivateur. Ça tombe un peu sous le sens, ce que je vous dis là. L'intérêt du modèle de Fabien, c'est qu'il a bien montré que c'est ce qu'on retrouvait dans la plupart des théories. Le deuxième, on a parlé de Bandura tout à l'heure, c'est le fameux sentiment d'efficacité personnelle. C'est cette idée, c'est la probabilité que l'on s'accorde à réussir une certaine tâche. Je pense être capable de maîtriser les équations du 5e degré, ça existe ça, non? On s'arrête au 3e. Où sont les matheux dans la salle? Les équations, ça va... Monsieur, vous êtes plus près de vos études de maths que moi, donc les équations, ça va jusqu'à quel niveau? Ah bon, mais ça pourrait vous intéresser de savoir que les équations... Isabelle? Ah bah tu vois ah. C'est vrai. Voilà, donc plus c'est virtuel les équations. Ah oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut dire équation de 3e degré ou est-ce qu'il faut que je prenne un autre exemple? Comme si je savais par exemple ce que c'est que le calcul intégral et que je disais, quelle est la valeur que vous accordez au fait de comprendre le calcul intégral? Ça passe ça? Bon, l'idée c'est, voilà, on a un objectif pédagogique, un but, on se sent ou non capable de l'atteindre, et c'est la combinatoire de la valeur et de la valeur du but et de la probabilité de l'atteindre qui fait déjà 90% des théories de la motivation. Puis il y a une énorme, un tiers un peu exclu, mais qui est intéressante de restituer là, même si on peut pas, on ne trouvera aucune étude pour le démontrer, mais il me semble que la théorie de l'autodétermination introduit un autre élément qui est celui du contrôle personnel sur tout ça. Le but peut être très important pour moi, on me l'a imposé, j'ai le sentiment que je suis capable d'atteindre ce but, donc un bon sentiment d'efficacité personnelle, mais est-ce que c'est moi qui ai choisi ou est-ce qu'on me l'a imposé? Et toute la théorie de l'autodétermination, qui est tout de même aujourd'hui la plus grosse théorie mondiale de la motivation, indique que, et il faudra faire des nuances à ce que je vais dire, mais que globalement, les adultes agissent de façon efficace et sont motivés pour ce faire à hauteur de leur degré d'autodétermination. Si on leur impose quelque chose, il y a même une théorie dédiée à ça qui s'appelle la théorie de la réactance, qui dit que si on vous impose quelque chose en tant qu'adulte, vous le rejetez, vous le repoussez quasi automatiquement. Tout ça demanderait à être nuancé, mais en tout cas, ce qu'on peut proposer là, c'est ces 3 vecteurs de motivation. Et là, évidemment, on perçoit bien que c'est un domaine, là encore, complètement personnel, et tout comme les précédents, qui indique bien qu'on n'est plus à l'époque où on pouvait penser qu'on formait les gens malgré eux, que ce sont bien les gens qui se forment à travers leur modalité de perception, à travers le contrôle de leur système attentionnel, à travers de leur intérêt endogène, leur sac à dos de dispositions et de préoccupations, à travers le fonctionnement de la mémoire et des connaissances préalables, et à travers, bien évidemment, des processus de motivation. Du coup, ce sujet social apprenant qui est au cœur de la culture de l'apprenance, je vais juste citer un monsieur qui s'appelle McAdams, qui est un théoricien de la personnalité aux États-Unis, et qui a cette phrase extraordinaire pour dire, donc il étudie la personnalité, et en conclusion de son bouquin, il dit « Je suis comme tout le monde, je suis comme certains, et je suis comme personne ». Et je trouve que ça résume assez bien, pour moi en tout cas, le fait qu'une théorie de l'apprenance basée sur ces conceptions cognitivistes de l'apprentissage dégageront des lois universelles. Tout le monde réagit de la même façon. Si par exemple, je ne vais pas dire une explosion, mais une fanfare qui passe à côté, qui nous assourdit complètement, on va tous être assourdis par cette fanfare. Si on parle d'un thème qui, par exemple, tiens, je pense la dimension genre dans la motivation, ça va intéresser certaines d'entre nous, certains d'ailleurs d'entre nous. Donc, en quelque sorte, un collectif. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier quand on pense apprenance et formation des adultes, nous sommes radicalement, singulièrement uniques. Et tout ça à la fois. Voilà, fin de la deuxième partie. Et à vous de jouer.
crois que le temps file aussi, évidemment. Mais oui. On a perdu le contrôle du temps avec ces soucis techniques. Il est déjà 19 heures. Ce que je propose qu'on fasse, c'est prendre un premier temps d'échange maintenant, et puis peut-être le troisième volet de la présentation, puis enchaîner assez librement. Oui, on ne veut pas dépasser l'horaire prévu. Alors, en principe, on termine à 19h les conférences, il est 19h. Ah. Je propose qu'on prenne encore un peu de temps quand même pour échanger et discuter plus ouvertement, sachant qu'on pourra encore ensuite poursuivre les échanges parce qu'il y a un petit drink qui est prévu un petit peu plus loin dans le bâtiment, pas juste ici dans la porte, mais il y aura tous ceux qui veulent après encore continuer à discuter informellement avec notre orateur. Écoute, je vais te faire une contre-proposition qui va aller dans ton sens, c'est qu'on squeeze la troisième partie. Et que, de toute façon, je l'ai dit, l'objectif pour moi, c'était de déclencher un échange. Alors, je ne le déclencherai peut-être pas truc. Je vais juste, à la place de la troisième partie, je vais vous offrir une très belle découverte que j'ai faite il y a quelques mois. Est-ce que certaines d'entre vous doivent savoir la profession de la maman de Socrate? Statistiquement, forcément. Maman de Socrate. Sage-femme. Donc d'où l'idée de la maïotique socratienne. Et aujourd'hui, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais les sages-femmes aujourd'hui sont réunies dans une discipline universitaire qui s'appelle la maïotique. Ça c'est là. Alors ça, bon, vous voyez, on le savait un petit peu, mais le papa. Ah, le papa. Je savais, moi je ne savais pas non plus. Mais figurez-vous que le papa était sculpteur. Alors, là encore, hein, la prononce, moi, ça me parle à moi énormément, parce qu'on a la formation, le papa sculpteur, avec cette façon d'agir sur l'autre, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement répréhensible à tout va, mais qui est une certaine modalité d'action sur l'autre, comme dit un de nos collègues, une intention d'action sur autrui, sculpteur, et la maïotique, c'est-à-dire l'émergence de la vie et l'émergence de la pensée et comment faciliter les notes. Et on a là la formation et l'apprenance. Donc c'est pour terminer sur une note qui peut ouvrir, je l'espère, sur le débat, de dire il ne faudrait pas que ces deux modèles soient opposés de façon binaire et qu'on dise il faut mettre tout à la poubelle des anciennes conceptions pédagogiques et ni tomber dans un angélisme de la maïotique, finalement, hein, quelque part. Donc ni tuer le père sculpteur, ni condamner de l'autre côté la maïotique, mais se dire que la porte étroite et la difficulté de nos métiers, c'est d'arriver à trouver des modalités de négociation, de co-construction, et que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc c'était la troisième partie que j'allais vous proposer, c'est-à-dire de développer un peu cette idée que, ok, on peut se mettre d'accord sur le fait comment les adultes et pourquoi les adultes apprennent, mais que ça nous aide peut-être pas tant que ça à dire, bon, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine, quoi. Oui, merci monsieur. Merci, parce que ça va toujours la nuit. Non, c'était ça. Je trouve que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Socrate, c'est la figure de la sagesse occidentale, au moins, hein, et de se dire que derrière Socrate, il y a un sculpteur et une sage-femme, quoi. Ça vous laisse pantois. Oui. Merci pour cette présentation. En fait, j'avais envie de poser une question qui peut être un petit peu... J'ai besoin de mieux comprendre la notion d'apprenance. Et ce que j'ai entendu là, me parle de psychologie de l'apprentissage. J'aimerais comprendre, peut-être il n'y en a pas, les différences que vous faites entre la psychologie de l'apprentissage et la psychologie de l'apprenance. J'ai besoin de mieux comprendre la notion de l'apprenance. Tel que vous l'avez présenté, j'enseigne la psychologie de l'éducation, j'enseigne au bachelor de psychologie, et ce que vous présentez, c'est ce que j'enseigne en tant que psychologie de l'apprentissage. Donc j'aimerais davantage approfondir ce que je comprends de la notion d'apprenance en ayant quelques éléments de réponse sur la différence que vous faites entre psychologie d'apprenance. Alors, vous savez ce qu'on répond toujours quand on ne sait pas quoi répondre. On dit c'est une excellente question. Mais alors... Je ne suis pas convaincue que c'est Si, non, mais pour deux raisons. J'ai besoin de mieux comprendre cette notion d'apprenance.
Pour deux raisons. C'est que l'effet direct de votre question sur la prochaine conférence que je ferai, c'est que je remplacerai psychologie de l'apprenance. Enfin, j'y réfléchirai, disons. Et la deuxième raison, c'est que vous avez tout à fait raison de pointer cette ambiguïté-là. Alors, un truc qui est agaçant, il y a de plus en plus vous verrez sur les réseaux sociaux, sur les blogs des uns et des autres, il y a de plus en plus de fanatiques de l'apprenance. Et vous vous rendez compte que derrière l'apprenance, il y a cette volonté de ne plus parler de formation, que nous partageons, de dire la formation, c'est le XXe siècle, on entre dans une autre culture, mais de ramener immédiatement le fait que l'apprenance, c'est une façon de dire apprentissage. Il y aurait des raisons pour ça, apprentissage, en France du moins, je ne sais pas chez vous, mais c'est les centres de formation d'apprentis. Vous avez ça, les dispositifs d'apprentissage? C'est pareil? D'accord. Donc là, il y a une ambiguïté. Alors, il y a des gens qui ont proposé learning pour remplacer. Donc, il y a beaucoup de gens qui embarquent le vaisseau, si je puis dire, ou la barque, pas la galère, mais de l'apprenance, en disant, bah, c'est mieux que de parler d'apprentissage. Bon, ça, c'est pas un très bon... Il y a une vraie différence, c'est que l'apprenance est une attitude. Donc, vous avez raison de dire, il y a une ambiguïté sur le fait de parler de psychologie de l'apprenance. Pour moi, quand je fais ça, c'est que je me dis, c'est les éléments de psychologie, il faudrait que je mette éléments de psychologie de l'apprentissage qui militent en faveur d'une culture de l'apprenance. Vous voyez? Et ça serait sans doute peut-être plus indigeste, mais en tout cas, vous avez parfaitement raison. L'apprenance, c'est une culture de l'attitude apprenante permanente. Et donc, forcément, elle repose sur qu'est-ce qu'apprendre. Le souci que moi j'ai, c'est entre autres, c'est de dire pensons apprentissage avant de penser formation. C'est l'histoire du parcours, c'est simplement le fait que, ça je pense c'est pareil chez vous, on a énormément de modes, on a cette recherche, cette quête du Graal pédagogique. Il faut qu'on trouve la méthode pédagogique, l'outil. Et c'est marrant parce que les artisans, par exemple, si vous demandez à un artisan qui arrive chez vous pour réparer un truc, un lavabo ou je sais pas quoi, il a sa boîte à outils et vous lui dites, pardon monsieur, c'est quoi votre meilleur outil? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? C'est pour quoi faire. Votre meilleur outil, ça ne veut rien dire. Bon. Et nous, par contre, on est là à rechercher l'outil magique qui va... Les modes qui a pu passer, alors ça c'est l'avantage du kilométrage, hein. Il y a quelques inconvénients, mais il y a un certain nombre d'avantages à avoir du kilométrage, les modes qu'on a vu passer. Moi j'ai été, c'est modeste de dire ça, mais j'ai été le premier rédacteur en chef du journal de l'enseignement assisté par ordinateur, en 1985, le journal de l'enseignement assisté par ordinateur, qui était une feuille de chou, qui était la seule, hein, qui était à ce titre-là intéressante. Multimédia, années 90. Formation ouverte et à distance. Dans le sud de la France, la FOAD, dans le nord, la FOAD. 95 par là. E-learning, vague d'Internet. E-learning. Les MOOC. Vous vous souvenez des MOOC? À chaque fois, bon, on peut continuer, réalité virtuelle. Entre-temps, il y a eu 2-3 autres trucs. Et aujourd'hui, on doit en être au métavers, etc. Et à chaque fois, vous avez les articles pour vous dire qu'on est sur la nouvelle révolution pédagogique. Mais quand est-ce qu'on va se rendre compte que, d'abord, qu'on n'est pas à l'école, donc il n'y a pas une pédagogie qui vient du ministère et qui dégouline dans les classes, mais surtout que les adultes apprennent à leur façon, et que donc ce qu'il faut faire, c'est faciliter, évidemment, accompagner. Alors, accompagner, tout de suite, le débat sur accompagner, il est un peu spécieux, mais moi je préfère faciliter parce qu'on facilite des projets, y compris un projet de parcours, comme monsieur le disait tout à l'heure, avec les micro-certifications. Si je veux faciliter le parcours bien codifié en micro-certification, je vais m'adresser à la personne et je vais essayer de voir comment je peux faciliter son travail. Accompagner, c'est différent. On accompagne les gens quelquefois à leur dernière demeure. On les accompagne en prison. Donc ça ne dit rien de la finalité de ce qu'on est en train de faire ensemble. Mais bon, ça reste des mots, hein. Words, words, words. C'est-à-dire que c'est pas... Une question qui est dans le chat aussi, qui rebondit sur ce qu'on vient d'échanger. Alors, comment construire le lien entre l'innovation technologique et l'innovation pédagogique? Ah, c'est une belle question, ça, aussi. Quelqu'un a une idée sur la question? Comment, vous le redites un petit peu fort? Comment construire le lien entre l'innovation technologique et l'innovation pédagogique? On va faire un groupe de travail. Pour moi, la technologie, c'est un outil. Hein. Oui. Ouais, mais la question va... La technologie va utiliser les outils disponibles dans l'outil. Mais la question va un peu plus loin que ça. On peut partir du principe que la question, elle est... je ne sais pas, il faudrait voir si votre correspondante le valide, mais
on est dans une société digitale. Ça, on n'y peut rien. Et on peut même plus considérer les outils, la technologie comme des outils. Ça fait partie, c'est consubstantiel. Enfin, c'est hallucinant de voir que dans une... D'abord, moi, j'ai honte. Je n'achète plus le journal parce que dans le métro, j'ai honte. Avec le journal comme ça. Vous regardez autour de vous, mais vous avez fait le test 100 fois, mais c'est 90% des gens sont sur leur smartphone, donc c'est une partie du corps aujourd'hui. Alors maintenant, comment Martin Good a fait, dans un colloque sur l'auto-formation en 2006, à Toulouse, a fait un speech sur le mobile learning. Tout le monde l'a regardé comme un fou, c'était le début, c'est la préhistoire des smartphones, c'est devenu, maintenant, dès que vous avez, y compris des jeunes, y compris des étudiants, qui ont une question à poser sur c'était qui Jacques Delors, ben, ils vont regarder sur le smartphone. Donc c'est complètement intégré à la vie telle à la vie et donc à l'apprentissage. Maintenant, la question c'est comment on peut rapprocher le digital. Et moi, je ne sais pas répondre à ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des bouts d'idées? Si, il est un peu tard, mais enfin tout de même. Je trouve que quand même dans votre ouvrage, vous insistez bien sur le fait que la pédagogie n'est pas la réponse. Enseigner, apprendre, c'est deux choses bien différentes. Qu'être un bon pédagogue, c'est pas nécessairement. Qu'est-ce que c'est qu'un bon pédagogue? On dit du coup aussi sur la notion d'apprenance, qui est plus en fait que ce qu'on en a dit. Quand on regarde l'ouvrage en profondeur, c'est bien plus que ce qu'on a pu en dire ici dans une conférence forcément. On pourrait croire que l'apprenance, c'est juste une attitude, une disposition. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et moins déterministe que ça aussi. Et peut-être que la question, il faudrait la compléter, innovation technologique, innovation pédagogique. Est-ce qu'il y a aussi des façons d'apprendre qui évoluent, qui s'innovent, qui changent? En particulier, moi je pense aux jeunes générations qu'on a dans nos auditoires, et à qui on enseigne peut-être parfois encore de façon ancestrale, mais manifestement le message ne passe plus beaucoup de la même façon. Non, mais c'est peut-être aussi l'attitude qui peut changer, ou est-ce qu'il y aurait une attitude innovante, une attitude d'apprentissage innovante, j'en sais rien. On pourrait aussi interroger la question de l'attitude. Est-ce que l'attitude face à l'apprentissage, elle change, elle se modernise, pour reprendre d'autres termes? Mais est-ce que la réponse peut être de l'ordre de la technologie? Ça, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de risques à technologiser le débat, y compris sur l'apprenance, y compris sur les postures des facilitateurs. Parce que là, vraiment, autant ces outils font partie de notre quotidien et de notre vie, autant il ne faut pas qu'ils la dominent, quoi. Et donc, je pense à un débat que j'ai eu avec un collègue il n'y a pas longtemps sur un clip vidéo, un tutoriel, non pas un tutoriel d'ailleurs, une vidéo d'apprentissage. Donc vous interviewez quelqu'un, et puis bon, il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes. Je dis, attends, il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes. Pourquoi? Ah ben parce que les études l'ont montré. Pourquoi? Parce que vous avez ce fameux biais cognitif qui est, et pas que cognitif d'ailleurs, qui est l'illusion de la moyenne. Vous voyez, courbe de loi normale, là, ça vous rappelle des souvenirs, elle est comme ça, avec une moyenne au début, qui dans le cas idéal est confondue avec la médiane, vous vous souvenez. Donc on a un individu statistique quelque part qui nous dit, la moyenne c'est 10 minutes. Et en fait, si ça se trouve, personne veut 10 minutes. Vous avez des gens qui, ça l'intéresse pas, c'est le PSG à la Coupe de France, là, ou à la Coupe des Champions, là, donc ça m'intéresse pas du tout, donc moi ça va être 1 minute. Au bout d'1 minute, je vais zapper. Puis vous avez le fanatique enfin, en tout respect, hein, mais le fan de football qui il va dire 1 heure ou 2 heures. Si vous faites l'expérience pour vous-même, si on vous dit à vous, en tant que personne singulière, il faut qu'une vidéo fasse 10 minutes, enfin, je suppose que... Je dis bien à vous en tant que personne, en tant que sujet, éventuellement apprenant, pas en tant que formateur. En tant que formateur, et donc on a conclu le débat en disant il a raison sur le plan pédagogique et tort sur le plan de l'apprentissage. C'est-à-dire raison sur le plan pédagogique, c'est de dire effectivement on peut fonctionner en ingénierie pédagogique qu'avec des moyennes. Et une vidéo de 10 minutes, ça paraît raisonnable parce que ceux qui sont bêtes vont tenir 10 minutes et ceux qui sont passionnés auront suffisamment pour... Oui, donc ce 10 minutes fictif qui n'existe pas, il est pédagogiquement défendable. Mais il n'est absolument pas défendable du point de vue de l'apprentissage. Donc c'est une mauvaise réponse à une très bonne question. C'est de dire attention à toutes ces dérives qui consistent à penser que la technologie va régler les problèmes d'apprentissage. 1. Et 2, la technologie, elle est là, il faut s'en servir. Alors après, bon, il faudra avoir une expertise que peut-être certains ont, que je n'ai pas de tous les mécanismes.
Autre exemple, le Kahoot, là, vous savez, le machin où on peut voter. J'ai vu ça pour la première fois aux États-Unis, je crois que c'était en 2005 ou 2006. J'ai dit, c'est génial! Au lieu de demander les gens de lever la main, de les compter et tout, machin, c'est génial, et puis ça n'a pas magique. Maintenant, on le fait constamment. Encore un Kahoot. Et vous l'avez peut-être fait, non? Enfin, vous avez utilisé, peut-être certaines d'entre vous, ces mécanismes comment dirais-je, de sondage en temps réel. Quand on l'a fait pendant 2 ans, après, les gens ne trouvent plus que c'est si magique que ça. Et en même temps, on ne peut pas se passer de ces trucs-là. Donc, c'est compliqué. Je prends encore 2 ou 3 questions, que ce soit ou réaction. J'ai une question à rebondir sur la question de Gaël et aussi pour essayer de mieux comprendre le champ conceptuel de l'apprenance, un peu comment est-ce qu'on peut s'approprier ce terme. Toujours sur le vocable psychologie de l'apprenance, on peut interroger la question psychologie de l'apprenance ou psychologie de l'apprentissage, psychologie de l'éducation, comme le débat qu'on vient d'avoir. On peut aussi interroger, c'est le vocable psychologie de, c'est-à-dire est-ce que l'apprenance est questionnable uniquement à partir de la discipline psychologique, ou est-ce qu'il peut être aussi conceptualisable par d'autres champs disciplinaires? Est-ce qu'il peut être aussi nécessairement apposé à un champ disciplinaire? La psychologie, ça pose aussi le champ de la discipline. Et du coup, c'était un peu ce vocable psychologie de l'apprenance que je voulais interroger du point de vue de psychologie 2. Est-ce qu'il y a une anthropologie de l'apprenance? Est-ce qu'il y a une sociologie de l'apprenance? Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi une perspective disciplinaire autour de l'utilisation du champ de l'apprenance? Peut-être trouver ce débat sur le champ des champs disciplinaires. C'est ça, il y a 2 questions. Ce que tu dis, c'est d'une part, c'est la question de la monodisciplinarité, et puis d'autre part, un peu la question qui a été ébauchée tout à l'heure de psychologie de l'apprentissage. Moi, j'assume complètement le fait que la discipline la plus efficace pour nous aider à comprendre l'apprentissage, c'est la psychologie. Ça, je l'assume, mais ça n'empêche pas la philosophie de nous donner des bouts d'idées, voire même l'anthropologie. Il y a un très beau bouquin qui s'appelle Apprendre, en plus, qui a été fait par un groupe d'anthropologues. Là, il y a quelques temps, j'ai fait une note de lecture dans Savoir que vous retrouverez pour une somme très modique sur Kern, pour dire que c'est très intéressant l'anthropologie de l'apprentissage. Hein. Mais en même temps, vous lisez ce bouquin-là, et à de très rares exceptions près, ça ne parle pas d'apprentissage, ça parle de formation. C'est étonnant, quoi. C'est comme si c'est le retour du refoulé, quoi. On se met à parler partout, tout devient apprenant, et en même temps, on parle de formation. Bon, donc, sur l'importance de la discipline psychologique pour étudier l'apprentissage, là, moi, j'assume, tout en acceptant parfaitement que d'autres... Vous savez, moi, je revendique ce qu'Antoine Léon disait, c'est-à-dire, il faut une psychopédagogie ouverte sur les autres disciplines. C'est-à-dire qui sache entendre les éléments sociologiques, historiques et autres, etc. Sur la multidisciplinarité, mon cher Laurent, ça serait un long débat, quoi, parce que moi j'ai une peur comment dirais-je, enfin forte, de tout ce qui est pensée systémique. Mais ça, là encore, ça c'est des questions de positionnement épistémologique, parce que je respecte tout à fait Edgar Morin, mais si tu veux, la multidisciplinarité ne me paraît pas une entrée efficiente en matière de sciences de la formation. Et donc, du coup, si j'amène ceci à ces 2 trucs-là, je serais plutôt pour alors, non pas une pluridisciplinarité qui mélangerait tout, mais un développement des recherches sur l'apprenance. Et juste pour en citer un exemple, des sociologues pourraient se poser la question de pourquoi tout devient apprenant. Et arriver à détecter derrière cette notion de cité apprenante, de région apprenante, d'organisation, etc., quel est le mouvement de la pensée que ça traduit? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Ou est-ce qu'au contraire, ça traduit une vraie évolution de la société vers la notion d'apprenance, ou d'apprentissage, si vous voulez? Je retiens de ces échanges, en tout cas, parce que ce n'est pas la première fois que je les rencontre, mais ils sont particulièrement nets dans vos interventions, qu'effectivement, il est assez compliqué de distinguer l'apprentissage et l'apprenance. Alors, je voudrais terminer par ça, en disant que ce qui est important, c'est la différence entre un comportement, c'est-à-dire le comportement d'apprentissage, et une attitude. Et que l'attitude apprenante n'implique pas le comportement d'apprentissage. On pourrait avoir des gens qui apparaissent, ou qui, dans les enquêtes, etc., se déclarent totalement apprenants permanents, et qui, en fait, ne se comportent pas
du point de vue de l'apprentissage. Et après ça ouvre un débat qui est psychologico-psychologique sur la relation entre attitude et comportement, où on sait des choses, mais on sait aussi qu'il faut rester très modeste, et que ce n'est pas parce qu'un collectif se déclare apprenant que ça va être un collectif qui apprend réellement ensemble, ou même un individu. Donc le débat est tout à fait ouvert. En tout cas, merci pour rappeler ces... On peut prendre encore une question, parce que je vois aussi que le temps file et ne pas abuser de la patience encore un peu plus. C'est une question de la chaîne, une question par rapport. Alors, une réaction par rapport à cette première question, comment construire le lien entre l'innovation technologique et l'innovation pédagogique. La réalité virtuelle peut-elle remplacer l'immersion au contexte du travail? Non, là j'ai un bout de réponse pour le coup. J'ai un bout de réponse. On a eu un très très bon mémoire de Master 2 dans un institut de formation aux soins infirmiers où l'étudiante a comparé ce qu'on appelle la chambre des erreurs. Je sais pas si ça, moi j'ai découvert ce truc-là. Je ne sais pas s'il y a des infirmières ou des formateurs ou des formatrices dans ce domaine-là. Mais la chambre des erreurs, c'est on fait une chambre de malade et on met plein de trucs qui vont pas. On laisse traîner une seringue ou je sais pas quoi, moi. Enfin, on ne sait pas nettoyer là. Enfin, il y a plein d'erreurs, quoi. Et logiquement, on rentre en vraie situation, en situation simulée, et on doit dégager toutes les erreurs et débriefer après. Et donc, il y a eu une opération expérimentale en réalité virtuelle. Donc, au lieu de rentrer dans la chambre en question, il y avait le casque, et puis on avait tout ça qui se passait exactement... Enfin, très proche de la réalité, et le bilan, et c'est une étude qui a été très systématique, hein, je dis d'ailleurs à la personne, ça aurait pu valoir une bonne partie de doctorat, tellement c'était bien fait sur le plan méthodologique. Et ce qu'elle a montré, c'est qu'en fait, il n'y avait pas grande différence, et qu'il y avait même une tendance au regret de la situation réelle, qui est un peu, et merci d'être là ce soir, qui est un peu le regret qu'on a tous et toutes, quand on voit les choses se digitaliser à outrance, et je suis heureux d'apprendre que chez vous, c'est moins grave que chez nous, en tout cas à Nanterre, parce que les cours sont en train de basculer à distance. Et il y a tout de même cet élément de vraie vie et de rapport humain qui, dans la réalité virtuelle, disparaît. Après, ce qu'elle a également démontré, c'est que c'était beaucoup moins coûteux, et que finalement, dans une optique de moi, ce que j'appelais, avec un économiste, on a fait un travail sur la productivité pédagogique, c'est-à-dire finalement, la comparaison entre les résultats obtenus, l'évaluation d'une formation et le coût de cette formation. Parce que finalement, ce qui compte, c'est pas trop que la formation soit la moins chère de la Terre et qu'on ait de la mauvaise qualité à prix coûtant, quoi. Enfin, ni non plus d'avoir la qualité à tout prix, sachant qu'on ne pourra pas l'obtenir parce qu'on n'aura pas les fonds pour le faire. L'idée, c'est d'optimiser qualité et coût. Et de ce point de vue-là, la réalité virtuelle est plus productive que, évidemment, la situation où il faut que vous mobilisiez un formateur et une formatrice pour accompagner pendant le temps de travail, alors que sinon, tout est automatisé. Donc il y a un vrai débat, et là, pour le coup, c'est là où une économie de l'apprenant serait intéressante. Voilà, bien, je pense qu'on va rester ici à ce stade-ci pour les premiers échanges. Bon, il y a évidemment encore beaucoup de questions à se lever. J'espère que cette conférence vous a donné surtout l'envie d'aller plus loin, de devenir apprenant, si j'ose dire. Hein. Et je peux vous assurer, pour l'avoir lu en détail, qu'il y a dans l'ouvrage lui-même des tas de réponses, notamment sur la question de la multidisciplinarité. Alors ici, on a répondu de façon un peu carrée, la psychologie d'abord. Hein, mais normal. Mais l'ouvrage est beaucoup plus subtil que ça. Parce que mais carré, c'est pas forcément pas subtil. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Ça résume tout, ça.